Bonjour, dans cette deuxième vidéo de PSI sur l'intelligence artificielle, nous allons parler d'apprentissage supervisé et non supervisé et la différence. Et enfin, nous détaillerons les trois techniques dont il faut que vous connaissiez l'existence, à savoir la régression linéaire, la classification par cas plus proche voisin et les réseaux de neurones. Commençons par détailler ce qu'on appelle un apprentissage supervisé. On va détailler deux fils rouges qui sont détaillés particulièrement dans le polycopier de cours. La reconnaissance automatique de panneaux de signalisation comportant trois modules. Un module de détection de panneaux qui prend un flux d'images avec une caméra située à l'avant du véhicule et qui segmente les images pour détecter les panneaux. Un module de reconnaissance de panneaux qui catégorisera le panneau. Et enfin, un module de décision permet de décider s'il faut freiner ou non. Le deuxième exemple qui nous permettra de classifier un petit peu les choses, c'est un exemple correspondant à un réglage de correcteur proportionnel intégral pour lequel on aurait en entrée plusieurs paramètres. Bien sûr les paramètres Kp et Ki des correcteurs proportionnels intégral, puis d'autres paramètres comme la température, l'humidité, etc. Et en sortie, deux paramètres classiques d'asservissement, le temps de réponse à 5% et la valeur du premier dépassement. Un apprentissage supervisé est un apprentissage pour lequel la phase d'apprentissage se fait de telle manière à ce que la fonction de prédiction f chapeau s'approche le plus possible des données de sortie, le temps de réponse à 5% et le dépassement, le premier dépassement. Ensuite, la phase d'inférence, comme on l'a vu dans la première vidéo, est la phase qui va permettre de pouvoir prédire les performances de sortie pour des entrées nouvelles. L'apprentissage supervisé correspond donc à un algorithme d'apprentissage qui, à partir d'observations étiquetées, va permettre de déterminer un modèle prédictif. L'objectif est donc d'apprendre un modèle prédictif. La formalisation mathématique est la suivante. On a en entrée des données qui consistent en des observations, des entrées vecteurs xi de réel de dimension d, qui forment l'espace dx, et les étiquettes associées qui sont associées pour chaque i, donc yi, qui sont associées pour chaque i ou xi dans l'espace des étiquettes y. En sortie, on cherche à déterminer un modèle, c'est-à-dire une fonction qui va de l'entrée vers les sorties, de grand X vers grand Y, de telle manière à être le plus proche possible des vraies sorties. Étiquettes. On distingue différentes catégories d'apprentissage supervisé. La régression consiste à avoir des étiquettes dans un certain domaine de réel. C'est l'exemple 2 du correcteur proportionnel intégral. C'est un problème de régression. On a deux sorties, deux réels. Et ensuite, on distingue deux autres éléments, la classification multiclasse et la classification binaire. La classification multiclasse, c'est si la sortie appartient à un ensemble de données finies. C'est l'exemple 1, correspondant à la reconnaissance de panneaux. On est ici, pour la reconnaissance de panneaux, dans une classification multiclasse. Les différents éléments de sortie sont les différents panneaux qui existent et qui sont finis. Et on distingue ça donc de la classification binaire pour laquelle la sortie ne prend que deux valeurs, plus ou moins 1, binaire. Quelques exemples, je vais passer rapidement, vous pourrez mettre la vidéo en pause sur ce transparent. Quelques problèmes de régression actuels dans le monde réel, la prédiction de clic, la prédiction de l'impact carbone d'un moyen de transport sont des régressions. Des problèmes de classification binaire, le filtrage de spam, oui ou non est-ce un spam, la reconnaissance faciale, oui ou non est-ce monsieur un tel, et des problèmes de classification multiclasse,
La reconnaissance de chiffres manuscrits, on a un espace des sorties qui vaut 10 valeurs, chacun des chiffres. La reconnaissance de plantes, d'animaux ou de chants d'oiseaux. Ce sont des problèmes de classification multiclasse. Alors l'art de l'ingénieur data scientist dans toutes ces techniques d'apprentissage supervisé, ça va être de faire un bon choix de représentation des entrées et sorties. C'est-à-dire la phase de modélisation est très importante et fait appel à l'art de l'ingénieur. Je le répète, on l'a vu dans la première vidéo, mais bien souvent une phase de normalisation des données va être utile, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les données sous forme brute, les XI, on va les normaliser, on appellera ça ici les X tilde I, donc normaliser en divisant par l'écart entre la valeur maxi et la valeur mini. Passons maintenant à l'apprentissage non supervisé. Par opposition à l'apprentissage supervisé, l'apprentissage supervisé comporte en entrée des données, des observations, mais qui cette fois-ci ne sont pas étiquetées. L'algorithme d'apprentissage non supervisé permet donc, à partir d'observations non étiquetées, d'aboutir à une fonction représentation des observations. Le but d'un apprentissage non supervisé, ça va être d'explorer les données ou d'apprendre une nouvelle représentation. En science, ça va particulièrement être intéressant dans des domaines où l'on ne connaît pas d'équations, de modèles physiques, qu'on n'a pas encore écrit ou découvert de théorèmes, par exemple, mais pour lequel on dispose de grand nombre de données pour essayer de les fitter et d'avoir un modèle qui peut-être n'aura pas un sens fondamental comme on a l'habitude de le manier scientifique, mais qui permettra d'avoir certaines corrélations. Donc, j'insiste donc, ici on a une absence de sortie fournie lors de l'apprentissage du modèle prédictif, et donc la fonction de prédiction qui va de l'espace des entrées X à l'espace des sorties, toujours, elle doit produire des sorties satisfaisant certains critères, et c'est donc ces critères-là qui vont être prépondérants de bien définir pour le data scientist. Bien souvent, on va vouloir normaliser une norme dans l'espace dans lequel les sorties sont, donc quand c'est des réels, bien souvent une norme des moindres carrés. La formalisation mathématique est la même que précédemment, sauf que l'on ne dispose pas d'étiquette. On a des observations, des réels, xi, et on cherche un modèle qui va de f dans i, une fonction f qui va de x dans y, pardon. Quelques exemples d'apprentissage non supervisé. Pareil, je vais passer assez rapidement. Vous pouvez mettre en pause et puis chercher plus d'informations si vous le souhaitez. Le clustering, qui consiste à en regrouper des données en paquets cohérents. Deux entrées se ressemblent, doivent avoir la même étiquette. C'est ce que l'on va détailler dans l'algorithme de Lloyd, les cas plus proches voisins. Les apprentissages par renforcement sont aussi des apprentissages non supervisés. Dans ce cas-là, l'idée c'est d'apprendre une fonction de prédiction pour optimiser un critère que l'on définit via ce qu'on appelle une fonction de récompense. Des exemples, les stratégies, des jeux de stratégie, des robots d'exploration, des allocations de ressources en temps réel, etc. Donc là, l'idée c'est qu'on va donner on va donner des gains, on va créer une fonction de récompense qui va permettre à l'algorithme d'apprendre ce qui lui permet de gagner. Un autre domaine, c'est le domaine de prédiction de parties manquantes de données ou de séries de données qui rentrent dans cet apprentissage non supervisé. Donc, par exemple, des données futures pour une série temporelle. Est-ce qu'on peut arriver à prédire le futur de l'arrivée sur une série temporelle d'une certaine variable? Remplacer des pixels flous, ça se fait très bien dans une image. Générer de nouvelles données, etc. Voilà quelques exemples d'apprentissage non supervisé. Passons maintenant aux trois techniques vraiment dont vous avez à connaître l'existence et que vous aurez éventuellement à peaufiner certains réglages, Et commençons donc par la régression linéaire. Le cadre de la régression, c'est quand les valeurs de sortie sont des valeurs réelles ou des vecteurs
dont les composantes sont des valeurs réelles. On distingue donc là la régression univariée pour une valeur réelle, et si c'est des vecteurs de valeurs réelles, on appelle ça une régression multivariée. Bon, pour la régression univariée, vous avez toutes et tous déjà rencontré un problème de ce type-là. Il s'agit de choisir une fonction de prédiction globalement affine, telle que f de x égale à x, f de x égale à x plus b. Après centrage des données, on peut se ramener donc à une fonction f égale à x affine. Et donc, par exemple, sur cette figure, on voit qu'on a un certain nombre de jeux de données un peu dispersés, reliant les entrées x aux sorties y, et l'objectif est de faire passer une droite minimisant quoi? Et au final, la distance au moindre carré entre les points et la droite. Et c'est donc ce que vous avez sûrement beaucoup déjà fait, voire même que des fois vous faites de manière un petit peu à l'aveugle dans un tableur, sans maîtriser la technique qui est utilisée. Il s'agit donc là, en l'occurrence ici, il s'agit de faire une régression linéaire, et la courbe rouge, la droite rouge, correspond à la droite minimisant les erreurs au moindre carré entre les points bleus et le modèle. Donc pour ce faire, il faut définir une fonction coût. Ici, en l'occurrence, c'est l'erreur quadratique, l'erreur au moindre carré, à minimiser sur une base de données d'entraînement. C'est la méthode de Legendre-Gauss, et écrite mathématiquement, ça correspond à chercher f chapeau, qui est la fonction qui minimise la moyenne des erreurs faites par le modèle par rapport aux sorties au carré. Bien évidemment, le carré est fondamental, puisque comme on fait une somme d'erreurs, il faut que toutes soient pénalisantes. Si on ne met pas de carré, on aura du plus, du moins, et on pourrait très bien arriver à un zéro avec une fonction complètement dans les choux. Cette fonction a l'intérêt d'être convexe, et il est possible d'utiliser un algorithme de descente de gradient. Je vous invite à vous référer à l'annexe 10.4.2 du poly du cours pour cet algorithme de descente de gradient. Donc, régression univariée de ce type-là, problème très classique et très très facile à traiter, et que vous avez déjà utilisé peut-être parfois sans vous en rendre compte. Pour la régression multivariée, en fait, on généralise le cas de la régression univariée en passant en formalisme vectoriel, cette relation-là. Je vous invite à approfondir ça dans le polycopier de cours. On va s'intéresser un petit peu à une possibilité d'implémentation Python. Il faut savoir que la plupart des algorithmes sont implémentés dans la librairie Scikit-learn. On aura l'occasion de l'utiliser en travaux pratiques. Et il y a globalement, comme toujours, 4 étapes. Une étape de préparation des données, c'est-à-dire qu'il faut construire ou rentrer dans le programme les bases de données d'entraînement. Puis une phase d'initialisation de l'algorithme. Ensuite, le cœur, la phase d'apprentissage, c'est-à-dire le calcul des paramètres du modèle. Et enfin, la prédiction, l'utilisation de ce modèle pour prédire des solutions avec. Voilà un exemple de ce que pourrait donner un code. Donc, je vais passer assez rapidement. Donc, on a ici l'étape 1 de préparation des données. On rentre les X et les Y. Ensuite, étape 2 d'initialisation du modèle. Je fais appel à linear regression, donc la fonction qui vient de Scikit-learn. Ensuite, la phase d'apprentissage, on utilise une bibliothèque, donc c'est ce qui se passe quand on lance cette ligne de commande. Et enfin, on peut prédire un résultat avec la fonction predict. Si je trace donc avec ce petit programme-là ce que ça donne pour ces données, vous voyez, il y a les 1, 2, 3, 4, 5 points en bleu reliant les X et les Y, et puis la fonction de prédiction qui minimise les erreurs au moindre carré est tracée là. C'est celle qui est détaillée dans ce modèle avec le CLF point fit. Passons maintenant à la classification et régression par les cas plus proches voisins, souvent abrégés KNN pour K Nearest Neighbor en anglais. L'idée de cette classification, c'est de lier les entrées et sorties en ne basant les prédictions que sur la notion de voisinage d'une entrée.
Et donc on va procéder comme suit. Dans un premier temps, pour une entrée donnée X, on va calculer la distance à chacune des entrées de la base des données d'entraînement, donc les XI de la base de données d'entraînement. Et donc la distance est à définir bien évidemment dans l'espace dans lequel on travaille. Bien souvent, si on est dans le plan, la norme euclidienne, et sinon n'importe quelle distance construite par l'ingénieur, comme dans les modèles précédemment. On aura l'intérêt à mettre un sens physique et à passer cette distance au carré, en se basant sur ce qu'on fait avec la norme euclidienne. Deuxième point, on récupère les cas avec cas choisis initialement précédemment, entrées les plus proches de X présentes dans la base d'entraînement. Et enfin, on calcule la sortie correspondant à notre entrée actuelle en cours, en se servant des sorties correspondant à ces cas plus proches entrées dans la base de données d'entraînement. Donc voilà ce que ça donne sur une illustration. J'ai deux ensembles, donc un ensemble avec des points noirs qui vont faire plus 1, un ensemble avec des points blancs qui vont être associés à une sortie moins 1. Et puis j'ai ici le point bleu, là, la nouvelle entrée X. À gauche, j'ai donc une figure où je regarde les 3 plus proches voisins. À droite, j'ai une figure où je regarde les 5 plus proches voisins. Je définis donc un cercle délimitant ces voisins-là. Et je me rends compte que avec 3 et 5 plus proches voisins, j'ai la même solution de modèle. Autrement dit, c'est les points noirs qui gagnent. Ici, il y en a 4 pour 1. Là, il y en a 2 pour 1. Donc, je vais associer ce nouvel élément X à cet ensemble du haut associé au point noir. Voilà. Donc, une méthode très simple où on va aller prendre la sortie associée au plus grand nombre de voisins dans une certaine, soit un certain nombre de voisins, soit dans à une certaine distance. C'est ce que je vais vous détailler là maintenant. Donc l'utilisation de cette classification par cas plus proche voisin. Dans un premier temps, pour la classification, on peut proposer généralement le vote de majorité. C'est ce que l'on a naturellement fait sur la figure précédente. On donne l'étiquette majoritaire parmi les cas plus proches voisins. Alors ça a fait une certaine faiblesse de robustesse au bruit, parce que vous imaginez bien que si y a un gros paquet de voisins qui ont du bruit, on va aller tendre vers cette solution-là. Et bien évidemment, il faut définir cas impair pour éviter les ex-aequo. Deuxième point, dans le cas de la régression, on fera bien souvent une moyenne, la moyenne des étiquettes des cas plus proches voisins. Et c'est ce qu'on donnera pour la sortie, mais de la même manière, on a quand même une faible robustesse au bruit de cette méthode, puisque de la même manière, si jamais j'ai tout un petit ensemble qui est pas loin, qui est à côté, mais qui est très bruité, je vais énormément en tenir compte. Quelques points importants à noter ici sur cette méthode. Les modèles obtenus par cette classification sont non paramétriques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expression explicite entre les sorties et les entrées. On ne va pas réussir à avoir une loi physique générale, type loi de Fourier par exemple. Ensuite, K est un hyperparamètre, c'est-à-dire que le choix de K est lié à l'expérience de l'ingénieur et va influer possiblement sur la distribution des sorties. Alors, ce n'était pas le cas sur l'illustration dans les transparents précédents, mais ça peut arriver. Et troisième point important à avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de phase d'apprentissage pour les cas plus proches voisins. Quelques variantes, on peut utiliser les entrées présentes dans un voisinage plutôt qu'un certain nombre fixe. On peut utiliser des pondérations, on peut utiliser d'autres distances. Donc une méthode à adapter, à particulariser à un cas d'étude donné. Passons pour terminer au détail des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones artificiels. Alors l'idée est arrivée en 1957. Rosenblatt a développé une machine qu'on appelle le perceptron, qui est le premier ordinateur exploitant un réseau de neurones. Ça c'est vraiment une date à avoir en tête, parce que c'est une date clé. Et l'idée donc c'est de s'inspirer du fonctionnement des neurones humains. Alors vous pouvez bien évidemment faire un peu de bibliographie sur le web, etc. et voir après présentation qu'effectivement les synapses communiquent, permettent la communication entre les neurones et que même le schéma qu'on va voir un peu après se rapproche un peu de ce qui se passe entre les neurones
dans un cerveau humain. Et donc posons tout de suite un modèle mathématique d'un neurone artificiel. Donc là j'ai simplement recopié la définition du polycopier. Donc un neurone artificiel, c'est une fonction qui va de l'espace des réels dans l'espace des réels et qui renvoie à une sortie donc réelle et qui dépend d'un vecteur poids W, weight, d'un biais B, biais, et d'une fonction d'activation sigma. Et donc on applique la relation pour chercher la sortie. La sortie, c'est la fonction d'activation appliquée à oméga x plus b, à wx plus b. Alors bien évidemment, si c'est des vecteurs, il faut faire w transposé fois x. Et si on est en 1D, c'est wx plus b. Donc on applique une fonction qu'on appelle fonction d'activation à wx plus b. On comprend bien que le poids va donner plus ou moins d'importance à x, l'entrée, et b, le biais, va pouvoir décaler un petit peu le résultat. C'est très simple. Les paramètres de poids et biais sont appris à partir des données d'une base d'entraînement, et la fonction non linéaire sigma, en revanche, est fixée et choisie par l'utilisateur. Ces fonctions d'activation, elles doivent être non linéaires parce que si elles sont linéaires, une couche de réseau de neurones, comme on va le voir plus tard, suffit, et donc ça fait perdre un petit peu éventuellement de l'intérêt à ces techniques. Deux fonctions d'activation très couramment utilisées. La fonction sigmoïde. Alors j'ai oublié de vous la tracer, à côté. 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Et la fonction relue rectified linear unit. Il y a une petite virgule qui s'est perdue là, désolé. Qui est la fonction max entre 0 et l'entrée. Voilà, donc deux fonctions d'activation à avoir en tête qui sont les fonctions très classiques. Alors comment ça marche ? Un réseau de neurones. Alors on vient de détailler un neurone artificiel, on va associer des neurones artificiels. Comme d'habitude, on va noter les entrées x appartenant à un vecteur de réel de dimension d et les sorties y appartenant à y. Donc on part de x, donc un certain ici dimension 6. Et en sortie, là, on a un vecteur y ou par exemple ici un réel y. Et entre cette entrée et cette sortie, on a un empilement de couches. Alors dans un premier temps, la couche d'entrée. La couche d'entrée, elle est là pour traiter, dimensionner les données d'entrée et donc les passer vectoriellement si nécessaire. Ensuite, on a des couches cachées qui correspondent à un neurone artificiel. Ici, sur ce schéma-là, il y a une couche cachée qui comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 neurones. Vous voyez. Bon, on va jouer un petit peu avec ça en TP très prochainement. Et donc j'ai une couche à 8 neurones, j'aurais pu choisir une couche à 2 neurones, j'aurais pu choisir une couche à 12 neurones. Ici, il n'y a aucune corrélation entre le nombre de neurones que l'on pourrait choisir et la dimension du vecteur d'entrée. Dans ces couches cachées, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un calcul. On calcule la sortie xi plus 1 de la ième couche. Et c'est un neurone artificiel, donc on applique la fonction sigmoïde à wx plus b. Alors bien évidemment, les notations là sont rigoureuses, propres, mathématiques. Donc comme on est en vectoriel, on fait la transposée. Comme l'entrée x actuelle, comme il y en a plusieurs, éléments du vecteur d'entrée, xi, entrée de la ième couche, c'est le vecteur i. Le poids dépend bien évidemment de la couche. Le biais dépend de la couche i. Donc ici, on peut avec ce calcul-là, fonction d'activation appliquée à oméga x plus b, on calcule la sortie d'une couche. C'est donc ce qui se passe là, si vous regardez bien. Hop, 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 j'applique sigma à oméga x plus b, c'est-à-dire que là j'ai b et oméga 1 pour ce premier neurone. J'applique oméga x plus b, j'applique sigma, et j'ai donc ensuite ici sigma de oméga x plus b avec tous les x, toutes les composantes des neurones, tous les x pour cette couche-là. Enfin, la couche de sortie, qui est ici, transforme la sortie de la dernière couche, qui en l'occurrence, là, dans mon cas à moi, là, est ce z-ci, en un score S, qui est ici la valeur finale y finale, et de la même manière, en appliquant la fonction sigmoïde de l'output, de la sortie, à oméga x plus b.
Donc à chaque fois, on fait dans chaque couche de neurones, on fait oméga x plus b. Bien évidemment, le data scientist et son feeling va déterminer pour un problème donné le nombre de couches qui ira bien, va déterminer le nombre de neurones dans chacune des couches qui ira bien, et va choisir les poids, les biais et la fonction d'activation qui vont bien aller. Bien évidemment, on a besoin de data scientists et d'expérience pour savoir quoi faire. Alors, bien évidemment, il y a des modèles, comme on va les prendre en main un petit peu en TP, 2, 3 couches cachées, déjà c'est déjà beaucoup, quelques neurones, et les fonctions d'activation, on vient de les détailler. Et quand on ne sait pas trop quoi faire, on ne met pas trop de biais et on met des poids basiques, classiques, comme on verra en travaux pratiques prochainement. Voilà pour ce qui concerne les réseaux de neurones artificiels. On a là, bien évidemment, une phase d'apprentissage et une phase d'inférence. La phase d'apprentissage va consister à déterminer les paramètres des poids et de biais, comme je l'ai dit précédemment, pour chacune des couches. Et on va les choisir de manière à minimiser l'erreur de prédiction calculée sur la base des données d'entraînement. C'est toujours ces bases de données d'entraînement dans la phase d'apprentissage qui nous permettent de développer le modèle. Et donc ici, développer le modèle, c'est déterminer les poids et les biais. Et minimiser l'erreur de prédiction. L'erreur de prédiction, très souvent, on va se ramener à une distance, à une norme. Et donc, il s'agit, au final, on se ramène toujours à un problème de minimisation, plus ou moins mathématiquement complexe au départ, mais au final très simple. Et va donc pouvoir utiliser la méthode du gradient stochastique quasiment dans tous les cas. Et enfin, la phase d'inférence, une fois qu'on a un modèle, on choisit le modèle qui vient d'être entraîné pour pouvoir déterminer la sortie. Donc ici, par exemple, F réseau de neurones. Voilà qui clôt cette vidéo sur l'intelligence artificielle, cette deuxième vidéo sur l'intelligence artificielle de niveau PSI. Je vous ai dressé un petit bilan assez détaillé des trois modèles, des trois techniques: la régression, modèle linéaire, régression ou classification, la technique des cas plus proches voisins et les réseaux de neurones, avec une comparaison des performances en termes de temps de calcul d'apprentissage, temps de calcul de prédiction, performance avec peu de données, performance avec beaucoup de données et performance avec des données complexes comme des images et du texte. Voilà, pour finaliser un petit peu, ce bilan, vous y viendrez progressivement au fur et à mesure de quelques activités de TD et de TP qui seront là justement pour aiguiser un petit peu des petites choses. Ce que l'on voit apparaître quand même, c'est que les modèles, on va dire, assez simples de linéaire, régression, classification, sont rapides à mettre en œuvre, mais par contre ne marchent pas beaucoup sur des données complexes, contrairement aux réseaux de neurones qui peuvent être longs à mettre en œuvre et à optimiser les paramètres de poids et de biais, et par contre qui peuvent être très efficaces et très flexibles pour des données compliquées, complexes, abondantes. Enfin, pour terminer, n'oublions pas quand même de se poser quelques questions fondamentales comme lors de l'arrivée de toute nouvelle technologie. Quelques questions éthiques sont bien à avoir en tête, par exemple sur le traitement et la collecte de données personnelles. Quelques questions écologiques sont aussi importantes à avoir en tête concernant le stockage des données qui peut être très énergivore, et l'énergie d'apprentissage sur des modèles qui seraient exagérément détaillés avec trop de couches et trop de neurones par exemple. Bon, peut-être cela pourrait être à pondérer vis-à-vis d'économies d'énergie qui pourraient être liées à l'utilisation de modélisation de ce type-là. Quelques questions juridiques aussi concernant qui rejoignent les questions éthiques sur la collecte de données. Quelques questions économiques lorsque l'on serait peut-être amené à, en développant des modèles d'intelligence artificielle de ce type-là, à faire évoluer très rapidement des pans de la société et donc faire bouleverser des équilibres professionnels et certains métiers. Et puis essentiellement et surtout,
des questions philosophiques se posent, en particulier sur peut-être une limite de la créativité de l'homme, ou voilà pour quelques questions importantes à avoir en tête et qui peuvent ouvrir à certaines discussions. Ceci clôt la vidéo. Bonne journée.